Bonjour à tous les médiateurs curieux. Je vous poste une nouvelle vidéo sur l'utilisation de la notion d'énergie dans le cadre de ce que je propose, qui est la médiation sino-kinétique. La médecine traditionnelle chinoise est un système de santé ancestrale qui a plusieurs milliers d'années. Elle utilise différentes approches thérapeutiques pour soigner, comme la pharmacopée, l'acupuncture, mais également la gymnastique traditionnelle chinoise, appelée aussi Qigong, et le massage chinois. Un autre nom est le twinage, je le pratique, c'est une des branches de ce massage chinois et je pense que je ferai une vidéo ultérieurement sur cette pratique. Au cœur de cette approche holistique qui intègre le corps et l'esprit se trouve une notion fondamentale qui est l'énergie, appelée également Qi. Le Qi, c'est le concept central au niveau de la médecine chinoise, appelée également médecine traditionnelle chinoise en abréviation. Au niveau du corps humain, il représente la vitalité derrière tous les processus physiques et mentaux. Cette vision vitaliste se heurte souvent à la conception mécaniste occidentale qui paraît, de premier abord, plus pragmatique et proche de notre conception. L'idéogramme du Qi symbolise la vapeur d'un grain de riz qui cuit dans une casserole. Cette vapeur paraît invisible à l'œil nu, mais son effet soulève par la pression le couvercle lors de la cuisson. Donc son action est tangible à la vapeur. Cette analogie illustre bien que le Qi, qui n'est pas directement quantifiable au sens occidental, eh bien, se voit par ses manifestations et que sur le corps, ses effets sont réels et mesurables. Dans le cadre anatomique de la médiation sino-kinétique, cette notion de Qi est réduite à la qualité de la perfusion sanguine dans les tissus musculo-squelettiques. Les Asiatiques associent le sang avec l'énergie. C'est le sang qui apporte l'énergie, on pourrait dire que ce sang apporte les nutriments essentiels pour le fonctionnement des tissus, mais c'est l'énergie qui mobilise le sang afin qu'il ne stagne pas à l'intérieur des vaisseaux, entre autres grâce à la pompe cardiaque. Le Qi est indissociable également du concept philosophique de yin et de yang, ces deux forces opposées mais complémentaires qui régissent chaque instant de la vie. Le Qi lui-même possède un aspect yin, plutôt nourricier, et un aspect yang, protecteur et dynamisant. L'équilibre de ces deux forces fondamentales, yin et yang, est une des fondations théoriques de la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi, ou énergie, est le médium par lequel le yin et le yang expriment leur équilibre ou leur déséquilibre de façon concrète à l'intérieur du corps. Le Qi n'est pas une énergie unique et indifférenciée. Cette énergie se manifeste sous différentes formes, chacune ayant des origines et des fonctions spécifiques. Par exemple, on va trouver une classification. Le En-Qi est relié à la génétique, qui est donné et hérité par nos parents, et il est stocké au niveau du rein. Le Gu-Qi est une énergie dérivée des aliments que nous consommons, les aliments qui sont digérés dans l'estomac et transformés par la rate. Le Zong-Qi, une autre forme, est formé par l'interaction de Gu-Qi, donc l'alimentation, et de l'air que nous respirons. Il est stocké dans les poumons et il influence le cœur, mais également module la force de la voix. Une autre classification est le Zen-Qi, qui représente la phase finale et raffinée de la transformation de l'énergie. Il est formé par l'action du Zong-Qi sur le Han-Qi, cette forme de Qi qui circule dans tous les méridiens pour nourrir les organes. Finalement, c'est assez complexe la médecine chinoise, mais c'est important car cela permet de définir ce dont on parle, car sous le mot énergie, finalement, se cachent des différences importantes en fonction du référentiel que l'on utilise. Le système énergétique chinois est donc systémique, intégré et dynamique. Cela signifie que les différents qi communiquent les uns avec les autres et se régulent. Il s'agit d'un processus continu d'acquisition d'énergie
par l'alimentation, la respiration et par exemple les émotions, mais également de transformation de cette énergie, de distribution et d'utilisation de ceci pour nourrir l'organisme avec ces différentes énergies. Le qi circule à travers un réseau de canaux énergétiques appelés méridiens. Ces méridiens sont souvent décrits comme des rivières invisibles qui transportent l'énergie, le sang et les liquides corporels à destination afin de perfuser les endroits les plus reculés du corps humain. Il existerait 12 méridiens principaux répartis symétriquement de chaque côté du corps. L'énergie circule selon un rythme quotidien à travers ces méridiens par modulation du flux toutes les 2 heures. Ainsi, il existerait une chronobiologie des symptômes en rapport avec la quantité d'énergie présente dans un méridien à un instant T. La répétition de ces symptômes au même moment de la journée fait partie de la réflexion du praticien, formée comme une information qui va, ou pas, être convergente et confirmée avec le reste du bilan. La régulation de la continuité et de la qualité du flux du qi est un des objectifs des thérapies orientales. En médecine traditionnelle chinoise, les blocages, les déficiences ou les excès de qi sont considérés comme les causes profondes des pathologies. Les symptômes courants incluent souvent la douleur, mais également la fatigue. Ce pourrait être des troubles digestifs, de l'humeur, voire du sommeil. Les Asiatiques prônent donc une hygiène émotionnelle afin de ne pas perturber la circulation énergétique et ne pas favoriser les troubles psychosomatiques. Pour résumer, l'hygiène de vie physique, mentale, une bonne alimentation et un cadre de vie sain sont les piliers d'une bonne santé en Asie. La médecine traditionnelle chinoise rééquilibre l'énergie par diverses méthodes. La plus connue du grand public est popularisée l'acupuncture. Celle-ci utilise la stimulation de points spécifiques sur le corps humain pour rétablir l'équilibre énergétique dans les méridiens. Chaque point est lié à un organe ou une fonction corporelle particulière. L'acupuncture utilise de très fines aiguilles. Cependant, l'acupuncture pratiquée en Chine est souvent un peu plus rude et profonde que celle pratiquée par les praticiens français et se rapproche plutôt d'une pratique occidentale nommée dry needling, qui elle est validée scientifiquement. L'amoxibustion est un autre outil. Cette technique consiste à brûler de l'armoise séchée près des points d'acupuncture spécifiques pour stimuler le flux d'énergie en générant une chaleur douce. Il existe de plus en plus dans les cabinets des moxas électriques à infrarouge qui limitent les éventuelles contre-indications d'inhalation d'armoise qui, dans certaines conditions, peut être toxique. Cette moxibustion agit sur la vasodilatation locale. Le Tuina, lui, correspond au massage thérapeutique chinois et par des techniques spécifiques, également d'étirement et de mobilisation, le Tuina peut soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation sanguine et détendre les différentes tensions dont le patient souffre. C'est un massage rythmique, très vascularisant et neurovégétatif. Cette pratique est utilisée dans la médiation sinokinétique pour revasculariser, mobiliser et préparer le système neurovégétatif à des techniques neurologiques qui vont réinformer dans un second temps le corps humain. Il existe une branche technique spécifique du Tuina en pédiatrie. Un autre item est le Qigong, gymnastique chinoise, qui va également mobiliser l'énergie. Ces formes d'exercice énergétique combinent la plupart du temps des mouvements lents, une respiration dirigée et une introspection sur ses sensations. Cependant, il existe un éventail important de Qigong qui va des pratiques très éprouvantes physiquement comme les entraînements des célèbres moines du temple de Shaolin, jusqu'à des méditations sonores, statiques, avec des visualisations. Un des objectifs musculo-squelettiques de ces gymnastiques est de renforcer le qi afin d'améliorer la flexibilité et la vitalité. Le yuan qi
qui est l'énergie héréditaire donnée par nos parents, est la cible principale du Qigong, car de cette vitalité du Yuan Qi dépend la longévité de l'individu. Ce Yuan Qi, je vous rappelle, est stocké dans les reins. C'est pour cela que les pratiquants de Qigong tapotent et frottent souvent leurs vertèbres lombaires pour préserver cette énergie. La diététique chinoise, elle, est considérée comme une forme de médecine. Les aliments sont classés en fonction de leurs propriétés et permettent la prévention des déséquilibres. L'alimentation est donc une médecine préventive. La pharmacopée chinoise, elle utilise des plantes spécifiques et des substances naturelles qui vont être combinées ensemble dans des formules assez complexes, où chaque composant s'équilibre par rapport à ses partenaires ou le renforce. C'est un des piliers majeurs de la médecine en Chine dans les hôpitaux. L'efficacité de ces méthodes dépend de la capacité à traiter la cause du déséquilibre de l'énergie, qui est propre à chaque individu et à ses schémas spécifiques. Le Qi est la force vitale fondamentale et multiforme qui relie l'esprit et le corps. Lorsque le Qi est équilibré, il favorise une santé physique et mentale optimale. Il est important de noter que la médecine traditionnelle chinoise est classée comme une médecine non conventionnelle en France et son efficacité n'est pas considérée comme étant suffisamment étayée par des preuves scientifiques. Par conséquent, je vous rappelle qu'il est crucial de consulter en première intention un professionnel de santé de médecine occidentale afin d'écarter des diagnostics qui relèvent de l'urgence thérapeutique, mais aussi de ne pas favoriser un retard dans une prise en charge qui serait nécessaire au niveau médical. Pour conclure, la partie anatomique de la pratique en médiation sinokinétique se limite à l'aspect circulatoire et neurovégétatif du Qi, afin de revasculariser le corps et le préparer à un échange neurologique de qualité dans une seconde partie du traitement. Je reconnais devant les puristes que c'est une vision extrêmement réductrice de la notion orientale de Qi par rapport à la richesse de la culture de la médecine traditionnelle chinoise. En revanche, cette approche permet d'avoir un discours audible avec les Occidentaux de conception mécaniste et ainsi générer un débat sur les possibles applications en thérapie manuelle sans rentrer en conflit par des concepts orientaux qui demandent encore des faisceaux de preuves plus conséquents. Ceux-ci sont encore trop faibles à l'heure actuelle pour confirmer le reste de la théorie du concept médical chinois. En revanche, on peut espérer une évolution dans les années à venir, la Chine et ses universités progressant régulièrement dans le nombre de leurs publications scientifiques. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de la partager afin de susciter le débat, les réflexions et les questions. À bientôt pour de nouvelles médiations sur cet échange entre l'Orient et l'Occident qui permettront de faire des nouvelles découvertes et de générer du débat. Merci.